Dans cette matinale de géopolitique profonde, nous recevons maintenant l'analyste géopolitologue Jacques Beau, le colonel Jacques Beau, auteur de livres d'Opération Z aux guerres secrètes en Ukraine, en passant par Poutine, maître du jeu, guerre et paix, et j'en passe, des livres du colonel Jacques Beau. Bonjour mon colonel et bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors on est très content de vous avoir, encore plus avec les informations qui tombent depuis hier soir, en tout cas sur certains téléscripteurs et sur le média Axios, dans lequel j'aimerais avoir, même si tout ça reste à préciser, et ce ne sont que des informations qui demandent encore à être vérifiées. Néanmoins, un plan en 28 points, il y a un moment que dans les coulisses, on nous expliquait que finalement, Russes et Américains étaient en pleine négociation. Et alors, si les choses se vérifient, ça va être particulièrement difficile à avaler, et pour les Ukrainiens et pour les Européens. On pourra développer petit à petit les différents points de cet accord, de la pression qui est faite sur Zelensky, les questions liées à la corruption du régime ukrainien qui sont sorties depuis quelques jours, avec entre autres les révélations suite à l'opération dite Midas. Donc, colonel Jacques Beau, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les choses sont en train de s'accélérer actuellement sur le plan au moins des négociations entre les Américains et les Russes ? En fait, les choses sont en train d'accélérer sur tous les plans parce que ce qui a déterminé l'accélération sur le plan géopolitique et dans le domaine notamment des négociations entre Américains et Russes, c'est en fait la situation sur le terrain. Et on voit que plus le temps avance, plus les forces ukrainiennes s'effritent, le front ukrainien s'effondre littéralement, et de même que le moral à l'intérieur des forces armées, on voit de plus en plus de déserteurs, de gens qui abandonnent leur poste. Le terme déserteur encore doit être précisé parce que c'est un terme très spécifique. Mais disons ceux qui abandonnent leur poste, il faut le dire ça comme ça, le nombre a augmenté très significativement au mois d'octobre et augmente encore ce mois-ci. On voit que de plus en plus le nombre de kilomètres carrés avalés par l'armée russe augmente, même si l'objectif de l'armée russe, et c'est très important de le dire, parce que je crois qu'il y a une très mauvaise compréhension de ça dans les médias occidentaux, même d'ailleurs dans les médias alternatifs, la progression sur le terrain n'a jamais été l'objectif des Russes. N'a jamais été l'objectif des Russes. Et si les Russes n'avancent pas, c'est pas parce qu'ils ont pas de troupes ou pas de moyens. C'est même pas une question de rapport de force. C'est parce ce n'est pas leur objectif. C'est aussi simple que ça. Mais je ne veux pas élaborer discuter ça en détail, à moins que vous le souhaitiez. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, on voit que la défaite de l'Ukraine s'annonce de manière plus précise et de manière plus forte que ce qui a été prévu. Et on voit d'ailleurs que le discours occidental, le discours européen qui parlait de l'incapacité de la Russie à avancer. Rappelez-vous ce que disait Jean-Noël Barrot il y a quelques jours, où il disait que les Russes sont en état de défaite parce qu'ils n'ont pris qu'un seul % de terrain depuis 3 ans ou quelque chose comme ça. Ça signifie que les Occidentaux n'ont strictement rien compris à ce qui se passe. Ils sont laissés finalement dominés par leur propre narratif et sont laissés quelque part trompés par leur propre narratif. Et tout d'un coup maintenant, eh bien, on voit que le narratif ne tient plus du tout. Et finalement, tout casse. Au lieu d'avoir, réfléchi à la situation et essayé de trouver des solutions avant que tout casse, comme toujours d'ailleurs avec nos dirigeants, et c'est pas seulement valable dans le cas de l'Ukraine, c'est valable pour à peu près, et vous êtes bien placé pour le savoir en France, pour voir que nos dirigeants ne réagissent qu'au dernier moment. Donc, quand ils voient que tout s'effondre, là, ils commencent à prendre des mesures. Alors que l'effondrement était prévisible, était
calculables, étaient identifiables déjà depuis longtemps. Mais le conflit en Ukraine ne fait pas exception. Et donc, cette situation, eh bien, appelle tout d'un coup des réponses. Parce qu'on voit bien que le fait de n'avoir pas voulu parler avec les Russes jusqu'à maintenant, eh bien, place tout d'un coup les Occidentaux en porte-à-faux par rapport à ce qui se passe, et finalement laisse un peu les Ukrainiens tout seuls face à la Russie. Donc on a encore que les Américains ont anticipé les choses un petit peu, puisqu'on a eu déjà un processus de négociation qui a été amorcé dès l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et quand je dis amorce d'un processus de négociation, je veux dire par là qu'on a surtout réouvert les canaux de communication, puisque ces canaux de communication avaient été finalement fermés déjà depuis 2014 partiellement, mais très sérieusement depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et donc, il a fallu réouvrir ces canaux. Les Américains l'ont fait, mais les Européens ne l'ont pas fait. Donc, on reste finalement dans une situation de blocage. On s'est enfermé dans cette position très radicale. Et puis aujourd'hui, l'Ukraine aurait besoin d'un appui, pas seulement d'un appui militaire en troupes, en matériel et en financement, parce que ça, d'ailleurs, les Européens savent depuis longtemps qu'ils ne peuvent plus le faire. Déjà depuis avant l'année passée, à vrai dire, on savait qu'on avait des limitations là-dessus, mais on n'a pris aucune mesure. Résultat des courses, aujourd'hui, on n'est plus capable d'aider l'Ukraine. L'Ukraine se retrouve seule face aux Russes sur le champ de bataille, et il n'y a guère que les Américains qui ont finalement anticipé cette situation et qui offrent la possibilité d'une sortie honorable du conflit pour tout le monde, pour les Ukrainiens comme pour les Russes d'ailleurs, c'est-à-dire une voie de sortie par la négociation. Et ça, c'est d'ailleurs un peu pour ça que les Russes sont... je ne pense pas que les Russes soient très favorables à Donald Trump en tant que tel. D'ailleurs, je vous rappelle que lors de la campagne présidentielle l'année passée, Vladimir Poutine avait dit qu'il préférait plutôt Joe Biden parce que c'est quelqu'un de prévisible. Donc, les Russes avaient plutôt une préférence pour un dirigeant prévisible, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ils ont constaté que Donald Trump a finalement l'avantage de s'être démarqué de ses prédécesseurs, d'avoir le courage de prendre l'avis probablement des militaires d'ailleurs, qui depuis longtemps ont prédit que l'Ukraine allait s'effondrer. Je vous rappelle que déjà au début novembre 2022, les militaires américains avaient conseillé à Zelensky de renouer le dialogue avec les Russes parce qu'ils voyaient que ça allait s'effondrer. Alors on a pu maintenir un peu l'Ukraine j'allais dire presque en coma artificiel. Enfin, c'est pas un coma artificiel, ce serait pas gentil de le dire comme ça, mais disons qu'on l'a maintenue artificiellement active. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Depuis 2022. Et aujourd'hui, eh bien, on est arrivé un peu au bout de nos possibilités et la seule issue, c'est, comme d'ailleurs vous le trouvez déjà dans mon livre Opération Z que vous avez cité tout à l'heure et qui avait été écrit à la fin 2022, déjà à ce moment-là, je disais, la seule solution de sortie pour l'Ukraine, c'est la négociation. Et donc, on en arrive à ce point-là, après 3 ans d'une guerre qui a été fortement poussé, stimulé, alimenté par les Européens plus que par les Américains en réalité. Et on est arrivé maintenant, on arrive gentiment à un moment de vérité, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de négocier, eh bien les Russes vont littéralement faire ce qu'ils veulent de l'Ukraine, c'est-à-dire peut-être continuer à prendre des territoires. Je ne pense pas que les Russes veuillent prendre l'ensemble du territoire ukrainien. Ils ne l'ont jamais dit. Ça, c'est de nouveau des narratifs occidentaux, mais les Russes n'ont jamais dit ça, pour des raisons que j'explique d'ailleurs dans mon livre qui est derrière moi, Les guerres secrètes en Ukraine. Qui explique que la partie, notamment la partie occidentale de l'Ukraine, est une partie qui a toujours été en rébellion contre l'Union soviétique à l'époque,
la partie de l'Ukraine qui est, d'ailleurs, c'est la seule partie de l'Ukraine qui n'est pas orthodoxe. Il faut bien faut se rappeler de ça. C'est une partie qui est en réalité catholique majoritairement. Hein, elle n'est pas orthodoxe. Et c'est une partie qui est issue, eh bien, de l'ancien empire austro-hongrois, qui se distingue des autres Ukrainiens ou du reste de l'Ukraine par le fait qu'elle se sent moins ukrainienne en réalité, moins slave que les autres. Et par conséquent, on est sur un terreau, si vous voulez, qui est plus favorable à la rébellion. Et c'est d'ailleurs, comme je l'ai expliqué dans ce livre, c'est exactement ce qu'avait identifié la CIA en 1957. Et c'est pour ça que la CIA a utilisé cet ultranationalisme de l'Ukraine occidentale pour lutter contre l'Union soviétique à l'époque. Et aujourd'hui, on retrouve exactement les mêmes acteurs qui sont en place, et les Russes aujourd'hui n'ont aucune intention d'aller répéter l'expérience de l'Union soviétique et d'essayer d'occuper de force un territoire qui va leur poser des problèmes encore pendant des décennies. Et donc, l'idée que la Russie voulait envahir toute l'Ukraine est simplement la manifestation d'une incapacité à comprendre l'histoire, d'une incapacité totale à comprendre les Russes, et donc on est dans cette dynamique-là qui anime encore la politique étrangère de l'Europe. Mais la réalité maintenant se manifeste, et les Européens sont maintenant un peu pris au pied du mur, si vous voulez. Alors, ils sont au pied du mur, les Européens, et si on en croit en tout cas le média Axios, le plan de paix en 28 points tel qu'il est préparé à la fois par Kellogg's, mais aussi, semble-t-il, ont participé à ces négociations. Rubio, Vance, eh bien, c'est toute la diplomatie américaine qui fait pression pour que l'Ukraine accepte finalement ce qui est considéré par certains comme une véritable capitulation des volontés russes, les 4 oblasts, la baisse, pas la démilitarisation, mais en tout cas la réduction de l'armée ukrainienne, l'absence de troupes étrangères sur le territoire ukrainien, pas d'OTAN évidemment, et même au-delà avec bien la langue russe, langue officielle, une des langues officielles en Ukraine. Ce sont autant de points qui vont être à la fois extrêmement difficiles à avaler pour l'Ukraine. Peut-être refuseront-ils, mais peuvent-ils le refuser, justement? Ou bien est-ce que l'état du front, plus les enquêtes actuellement sur la corruption, ont comme conséquence qu'ils n'auront guère le choix, les Ukrainiens comme les Européens d'ailleurs? Oui, alors l'énumération que vous avez faite revient à, et si vous le regardez attentivement, à ce que Zelensky avait proposé. Enfin, ça revient en pire, parce qu'aujourd'hui c'est contraint, si vous voulez, ça s'associe avec des prises de territoire, mais dans les grandes lignes, c'est le projet qu'avait proposé Zelensky aux Russes en avril 2022, avec la différence que les forces russes ne seraient plus sur le territoire ukrainien, que les 4 oblasts resteraient dans le giron de l'Ukraine, avec toutefois des questions encore ouvertes par rapport à la proposition de Zelensky sur les 2 oblasts du Donbass, c'est-à-dire les oblasts de Donetsk et de Lugansk, et la question de la Crimée étant elle aussi soumise à discussion dans la proposition de Zelensky. Mais à part ça, la proposition de Zelensky offrait finalement une perspective beaucoup plus favorable à l'Ukraine que la situation qu'on a aujourd'hui et qui est proposée dans ce plan en 28 points. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'abord, ce plan de 28 points a été élaboré par l'administration américaine sur la base des expériences qu'on a faites cette année, depuis que Trump est au pouvoir, et qu'il a essayé d'avoir différents dialogues avec la Russie. Et c'est la raison pour laquelle on a eu plusieurs visites de Steve Witkoff à Moscou pour essayer de comprendre la position russe, de comprendre jusqu'où la Russie est prête à négocier, de voir la flexibilité qu'il y a dans l'approche russe.
Et c'est si vous voulez, cette clarification pour les Américains de la position russe, la position russe a toujours été claire, donc le terme clarification n'est pas juste, mais la compréhension de la position russe par les Américains, c'est peut-être comme ça qu'il faut l'exprimer, elle a eu son pic, elle atteint son pic au sommet d'Anchorage, en Alaska, entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et d'ailleurs, c'était le but de ce sommet. Ça n'était pas de résoudre la question ukrainienne, mais c'était pour Trump de comprendre en prise directe, si vous voulez, avec le président russe, de comprendre la position russe. Et cet objectif a été atteint puisque on sait que, d'ailleurs, le surlendemain, quand il y a eu cette réunion à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, les dirigeants européens n'étant pas invités, je le rappelle, c'est la raison pour laquelle ils ont été traités comme des gens de deuxième classe. Et c'est important de dire ça parce qu'on fait pas tellement la différence dans les médias, même quand on dit oui, ils ont été traités comme des enfants, etc. Oui, mais c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas été invités. Ils se sont invités. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ils n'ont pas été accueillis par Donald Trump, malgré le fait qu'ils fussent des dirigeants de pays. Ils ont été simplement reçus par la chef du protocole de la Maison-Blanche et par la suite, ils ont été traités comme des gens qui se sont invités à une réception, si vous voulez. La seule personne qui était invitée, c'était en fait Volodymyr Zelensky. Oui. Et ça explique, disons, la relation qu'il y avait et la manière dont cette réunion s'est déroulée. Toujours est-il qu'on a vu dans cette réunion que Donald Trump était acquis à l'idée qu'il ne devait pas y avoir un cessez-le-feu comme ça, unilatéral, sans condition, pendu en l'air, sans qu'il soit assorti d'un processus de paix. C'est un élément central de la position russe. Et puis, par ailleurs, Donald Trump a clairement dit qu'il n'était pas question d'envoyer comme garantie de sécurité des troupes étrangères, c'est-à-dire occidentales, en Ukraine. Donc on était déjà sur quelque chose qui était très proche de ce que les Russes voulaient. Maintenant, le sommet d'Anchorage il y avait en fait une proposition qui avait été discutée à ce moment-là entre Donald Trump et Vladimir Poutine, à savoir, et c'était une proposition qui avait été présentée auparavant par Steve Witkoff à Moscou et que Vladimir Poutine avait dit qu'elle pouvait servir de base de discussion. Et cette proposition était, et là de nouveau il y a eu beaucoup de mauvaises représentations, notamment dans les médias français, dans les médias anglais un peu moins, mais dans les médias français, alors ça a été, on a tout dit et n'importe quoi, vraiment n'importe quoi sur cette proposition. Il s'agissait en substance de reprendre, c'est si vous voulez, c'est la poire coupée en deux entre la position russe qui avait été évoquée le 14 juin 2024, c'est-à-dire les 4 oblasts qui seraient sous autorité russe, les 4 oblasts, donc Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et puis la non-participation de l'Ukraine à l'OTAN. Et donc ça, c'était la position russe. Et puis la position qui avait été défendue par Keith Kellogg qui avait été d'ailleurs décrite dans un article qu'il avait écrit en avril 2024 et qui a servi de base à la diplomatie américaine jusqu'à finalement août de cette année, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée. Alors c'est déjà pas mal à vrai dire d'accepter l'idée que des territoires reviennent aux Russes, mais la limite de ces territoires n'est pas déterminée par la limite politique des 4 oblasts, mais est délimitée par la ligne de front. Voilà. Et la question de l'OTAN, je pense que tout le monde sait depuis très longtemps que l'Ukraine n'ira jamais dans l'OTAN. Joe Biden l'avait déjà dit, tout le monde l'a dit en réalité. C'est un narratif qui a été surtout promu en
en Europe, mais en réalité, quand vous regardez la position américaine, elle est très très claire. Ils ont agité ça un petit peu comme un drap rouge pour attiser les Russes et laisser les Russes dans cette ambiguïté, si vous voulez. Mais en réalité, les Américains sont très clairs, ils ne veulent pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc, on a ces deux positions, celle de Kellogg d'un côté et celle de Vladimir Poutine de l'autre. Et ce qui a été discuté par Steve Witkoff à Anchorage, c'est on coupe la poire en deux. C'est-à-dire que les Russes conservent l'autorité sur les deux oblasts de Donetsk et Lugansk, et ce qui reste de l'oblast de Donetsk est libéré par les forces ukrainiennes. Et donc, là, on est dans l'idée de Vladimir Poutine. Par contre, pour les deux autres oblasts, la frontière se fait le long de la ligne de front. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour les deux oblasts du sud, c'est le plan Kiss-Kellogg, et pour les deux oblasts du nord, c'est le plan de Vladimir Poutine. Ça, c'était la position qui a été discutée à Anchorage et sur laquelle Vladimir Poutine était prêt à avoir un dialogue. Et à Anchorage, ce projet n'avait été discuté à ce moment-là qu'entre Russes et Américains, et Donald Trump avait promis à Vladimir Poutine qu'il convaincrait les Ukrainiens et les Européens de se rallier à cette solution intermédiaire. Et c'est parce que Donald Trump n'est pas arrivé à convaincre les Ukrainiens et les Européens sur cette question, qui aurait dû être, si vous voulez, on aurait dû avoir une réunion sur la base de cette discussion à Budapest, mais comme Trump n'est pas arrivé à convaincre ses alliés européens, eh bien, il a annulé le sommet de Budapest, qu'il avait lui-même proposé d'ailleurs, probablement sur les conseils une bonne opération pour promouvoir en fait le rôle de la Hongrie qui de facto remplaçait le rôle que traditionnellement qui était occupé par la Suisse quand on avait ce genre de négociations. Donc voilà le fond de l'histoire. Alors maintenant, depuis octobre, la situation a encore évolué. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a environ 7 chaudrons, comme on dit, c'est-à-dire 7 villes qui sont encerclées ou en passe d'être encerclées par les forces russes, qui, si elles ne sont pas encerclées, sont très largement contrôlées par le feu. C'est ce qu'on appelle un encerclement opératif dans la terminologie militaire russe. Et par conséquent, la situation devient vraiment très critique parce que une fois que ces différents points seront définitivement tombés, eh bien, les Russes auront pratiquement, alors bon, on va peut-être pas trop exagérer, mais en gros, ils auront un boulevard jusqu'au Dniepr et ils occuperont d'ailleurs une partie significative de l'Ukraine, et on pourrait imaginer que dans la foulée de cette progression vers le Dniepr, ils puissent également dans la partie sud franchir le Dniepr et atteindre ce qu'ils ont d'ailleurs déjà commencé à faire, d'ailleurs, traverser le Dniepr à la hauteur de Kherson et pousser en direction d'Odessa. Donc voilà un petit peu la situation à laquelle on est. Alors, cette situation imposait naturellement qu'on stoppe tout ça. Mais le problème est que plus on a attendu, plus on devait tenir compte de la position russe. Vous comprenez? C'est là où les Européens ont extrêmement mal joué par rapport à Zelensky, en lui coupant l'herbe sous les pieds d'ailleurs quand il avait voulu négocier lui-même, en faisant leur propre guerre, parce qu'on peut dire que les Européens ont fait leur propre guerre contre la Russie, et en faisant cette propre guerre, ils ont littéralement vendu l'Ukraine. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et le plan 28 points, alors j'ai pas vu les 28 points dans le détail, j'en ai vu certains points, mais ce qui est intéressant, c'est que ces 28 points sont articulés en 4 chapitres, si vous voulez. Et c'est ces 4 chapitres qui sont finalement, qui en eux-mêmes
sont intéressants parce qu'ils montrent on change de paradigme. On était parti jusqu'à maintenant, du point de vue des Occidentaux, dans l'idée que, alors moins américains qu'européens, je rappelle les Européens, on était parti jusqu'à très récemment sur la formule en 10 points proposée par Volodymyr Zelensky, qui consistait finalement à exiger la capitulation de la Russie, ni plus ni moins. C'est d'ailleurs le plan qui avait été présenté à la conférence de Bürgenstock en Suisse en juin de l'année passée et qui s'est soldé d'ailleurs par un échec cuisant de la diplomatie suisse. Toujours est-il que les 4 chapitres de ce plan 28 points, qui est proposé ou qui est encore en train d'être élaboré par les Américains, c'est la paix en Ukraine, les garanties de sécurité pour l'Ukraine, la sécurité en Europe et les futures relations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Alors, la paix en Ukraine, bon, ça paraît être l'objectif premier, et c'est effectivement le premier chapitre qui est concerné, donc on verra encore les modalités de tout ça. Les garanties de sécurité, c'est important. Et là, je n'ai pas encore vu les modalités exactes de ces garanties de sécurité, mais je peux m'imaginer qu'elles suivront un peu le modèle de ce que Volodymyr Zelensky avait lui-même proposé en avril 2022, c'est-à-dire que la sécurité de l'Ukraine soit garantie conjointement par les 5 membres, enfin, les membres du Conseil de sécurité, en l'occurrence les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, et qui comme ça ont un forum, si vous voulez, qui permet, en cas de menace sur la sécurité de l'Ukraine, d'avoir d'abord un mécanisme de dialogue. Et ça, c'est l'aspect le plus important, parce que les garanties de sécurité telles qu'elles sont entrevues par Emmanuel Macron et ses acolytes comme Keir Starmer et d'autres, c'est des garanties de sécurité un peu, j'allais dire, d'école primaire. Et on envoie des soldats pour faire la garantie de sécurité. C'est une confusion entre le maintien de la paix et les garanties de sécurité. Garantie de sécurité, c'est quelque chose qui est plus politique, qui est plus profond. Enfin, plus profond dans le sens où c'est une dimension plus géopolitique qui concerne les garanties de sécurité, enfin la sécurité de l'Ukraine au sens large, et qui permet aussi d'intervenir le cas échéant. C'est l'équivalent d'ailleurs, puisque je suis suisse, je peux évoquer ça, mais Zelensky s'était inspiré, à vrai dire, du modèle qui avait été les garanties de sécurité j'allais dire apposé, pas imposé, enfin un peu imposé, mais disons apposé, à la Suisse au Congrès de Vienne en 1815. C'est-à-dire que la neutralité de la Suisse, et c'est la valeur de la neutralité suisse d'ailleurs, c'est que c'est pas simplement la Suisse qui déclare qu'elle est neutre, comme font d'autres pays occasionnellement, mais il y a un certain nombre de pays ou de grandes puissances qui garantissent cette neutralité. Pour la Suisse, c'était la Prusse, la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie d'ailleurs, qui aussi garantissaient à l'époque la neutralité de la Suisse. Et donc, c'était ces grandes puissances qui étaient finalement la garantie de cette neutralité. Et Zelensky s'est inspiré de ça pour proposer les garanties de sécurité dans le projet qu'il a soumis aux Russes en avril 2022. Et lui, alors évidemment, on a les grandes puissances d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'est plus en 1815, et il a pris assez logiquement les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, auxquels il a adjoint un certain nombre d'autres pays. Je crois qu'il y avait de l'ordre d'une quinzaine de pays qui, en tout, étaient regroupés autour des 5 membres du Conseil de sécurité pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Donc voilà, donc ces garanties de sécurité, c'est de nouveau, je n'en connais pas le détail, mais je peux m'imaginer qu'il y a là un pas en direction de la proposition qui avait été faite par Zelensky à l'époque. Et puis, il y a la sécurité en Europe. Et ça me semble être un élément très important, parce que ça veut dire que les Américains ont compris, et d'ailleurs, Marco Rubio l'avait évoqué, le problème de l'architecture de sécurité en Europe. C'est ça.
Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une notion qui est loin d'être nouvelle chez les Russes, Ah oui. et j'irais même dire jusque chez les Soviétiques, puisque déjà dans les années 50 et plus tard dans les années 70, avec le processus d'Helsinki qui aboutit à la création de l'OSCE, les Soviétiques avaient l'idée que la sécurité en Europe devait sortir du modèle des deux blocs qui se faisaient face à face, parce que à la fin, ça menait nulle part. Et je pense que de ce point de vue-là, malgré le fait que ce soit les Soviétiques ou le système soviétique qui soit effondré, je pense qu'ils avaient ils avaient une vision dans le futur qui était beaucoup plus élaborée que ce qu'on imagine. Et déjà dans les années 50, lorsque l'Union soviétique avait proposé d'entrer dans l'OTAN, eh bien c'est un peu le même principe, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système binaire ou bipolaire, si vous voulez, où un groupe s'attaque à l'autre ou est confronté à un autre, mais on a un seul groupe dans lequel les membres du groupe sont contraints de collaborer ensemble. Et c'est ce que j'ai évoqué à de nombreuses reprises sur votre chaîne et sur d'autres, c'est le modèle de la sécurité par la coopération au lieu d'avoir le modèle de sécurité par la confrontation. Et ce modèle russe, il est assez vieux. D'ailleurs, dans les années 70, je le rappelle, c'est l'Union soviétique qui a lancé l'idée du processus d'Helsinki qui a abouti à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. On retrouve ces deux mots clés de sécurité et coopération. Et c'est l'idée de cette maison commune que Gorbatchev, plus tard, évoquera. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est à peu près la seule manière d'évoluer positivement sur le continent européen, si vous voulez. Quel que soit ce qu'on peut penser des uns et des autres, d'ailleurs, il y a de nombreux pays en Europe qui sont, enfin, j'entends, on pourrait savoir si vraiment on a intérêt à collaborer avec eux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il faut dépasser les clivages de personnes, les gens qu'on n'aime pas, les gens qui sont ostracisés, etc., pour entrer dans un modèle de sécurité qui est lié au fait on travaille ensemble et que par conséquent, notre sécurité est liée au fait qu'on est plus ou moins complémentaires, si vous voulez, et qu'on travaille en bonne intelligence, au lieu d'avoir une sécurité qui est basée sur la quantité de chars, la quantité d'avions et la quantité de troupes qu'on a déployées. Et ça, c'est évidemment le tournant qui a été manqué par l'OTAN à la fin de la guerre froide. Les Soviétiques, bon, par la force des choses, aussi parce que beaucoup de pays ont changé de régime, ont abandonné le système communiste, donc le pacte de Varsovie s'est effondré. Sauf erreur, il a été aboli définitivement en 1993. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est 1993. Toujours est-il que le pacte de Varsovie s'est dissous, alors que l'OTAN est resté ce bloc que les États-Unis voyaient un petit peu comme étant une manifestation de leur puissance, d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle ce bloc a subsisté, mais il a subsisté, il pend un peu en l'air parce que il y avait une justification. On pouvait expliquer durant la guerre froide qu'il y ait deux blocs qui se fassent face à face, voilà, avec dans chaque bloc une superpuissance nucléaire et les autres pays qui se regroupaient autour de cette puissance nucléaire. Mais avec une situation où bien, un des blocs s'est dissous, où les relations entre pays se déclinent un peu différemment que simplement sur le modèle militaire, eh bien, il fallait trouver autre chose. Et ça, l'OTAN n'a pas réussi à faire ce tournant. C'est la raison pour laquelle c'est le principal objet d'ailleurs de ma critique à l'OTAN. C'est cette incapacité à prendre le virage de la fin de la guerre froide, en quelque sorte.
Tout le reste est un peu les autres choses. Et en France, il y a beaucoup de confusion qui est entretenue sur le rôle de l'OTAN, etc. Mais bref, on ne va pas entrer dans la discussion aujourd'hui, à moins que vous le souhaitiez. Mais toujours est-il qu'il faut un autre modèle de sécurité, une autre architecture, et c'est ce modèle-là Il pourrait d'ailleurs, on pourrait très bien imaginer un OTAN qui s'étende à l'ensemble de l'Europe, si vous voulez. D'ailleurs, c'est ce que les Russes avaient en tête lorsqu'ils ont, et je me rappelle très bien lorsque nous avions été avec une délégation suisse au début des années 90, discuter avec le haut commandement pas seulement avec le haut commandement militaire russe, mais effectivement avec des politiciens russes, etc., pour que, alors que la Suisse s'apprêtait à entrer dans le partenariat pour la paix de l'OTAN, on voulait voir quelle était la perception de la neutralité dans différents pays, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, l'OTAN, etc. Donc on avait fait de nombreux voyages pour aller discuter ça avant d'entrer dans le partenariat pour la paix. Mais dans le voyage qu'on avait fait en Russie, qui était extrêmement intéressant, on a pu discuter de la perspective russe à l'époque, qui était effectivement, qui n'excluait pas d'entrer dans l'OTAN d'ailleurs, qui n'excluait pas d'entrer dans l'OTAN dans la mesure où l'OTAN changeait sa nature, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans une organisation centrée autour de la puissance nucléaire américaine, mais on était dans une organisation dans laquelle un certain nombre de pays, enfin tous les pays pratiquement de l'Europe, se mettaient ensemble pour travailler ensemble de manière commune à la sécurité de l'ensemble du continent et mettaient en commun leurs capacités, leurs ressources, qu'elles soient nucléaires ou conventionnelles, pour assurer la sécurité du continent européen. C'est ça un peu la vision russe de l'époque. Et c'est probablement, c'est un modèle qui est toujours dans la tête des Russes d'ailleurs aujourd'hui, et qui probablement va, comment dire, influencer ce plan en 28 points pour la solution du conflit en Ukraine. Et puis finalement, ça débouche assez logiquement sur le quatrième point de ce plan, qui sont la redéfinition des relations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Et très vraisemblablement que les États-Unis aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai à ce jour que les Américains sont dans une situation économique et industrielle qui est extrêmement précaire, que les Américains voient que leurs intérêts aujourd'hui passent par autre chose que faire la guerre un peu partout dans le monde, et que probablement ils doivent développer des capacités qu'ils ont délaissées précisément en raison des guerres qu'ils ont fait un peu partout. Ils ont, au lieu d'investir, comme par exemple la Chine, qui du coup est le principal compétiteur des États-Unis sur la planète, eh bien la Chine, elle, n'a pas fait des guerres à tort et à travers dans le monde. Elle a utilisé son argent beaucoup plus intelligemment en formant des gens, en développement des programmes de recherche et développement, en développement de la technologie, et aujourd'hui, on voit le résultat d'une politique qui était beaucoup plus visionnaire que celle des Occidentaux, qui ont perdu des ressources, des vies humaines, de l'énergie et du crédit politique d'ailleurs, à faire des guerres qui n'avaient pas d'objectif, qui n'avaient pas qui n'ont pas eu de résultats concrets d'ailleurs, et dans lesquels on a finalement plus perdu que gagné. Et les Européens ont gagné en prime un Sud, notamment dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, un Sud qui a été totalement déstabilisé et qu'aujourd'hui, on paye à travers un flux migratoire qu'on ne voulait pas. Donc, on a perdu sur absolument tous les tableaux, et ceux qui aujourd'hui sont contre la Russie sont exactement les mêmes qui nous ont poussés à faire les guerres au Moyen-Orient et qui nous ont poussés à la situation d'ailleurs comment dire, de crise qu'on pourrait avoir. Enfin, crise, ça dépend des pays encore, mais pour certains pays, on est vraiment dans une situation de crise avec cette immigration qui est totalement incontrôlée, qu'on ne maîtrise absolument plus et qui aujourd'hui commence à faire peur. Par conséquent, on a vraiment été les pompiers pyromanes, et ceux qui sont au pouvoir dans pratiquement tous les pays européens aujourd'hui,
exclut des pays comme des pays comme la Hongrie, comme la Slovaquie, etc., où on a des gens qui ont un peu plus la tête sur les épaules, mais dans tous les pays d'Europe occidentale, on a des pompiers pyromanes en réalité qui ont littéralement créé les problèmes dans lesquels on se trouve aujourd'hui et qui aujourd'hui n'ont pas de réponse aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Donc, on est dans une situation qui est assez paradoxale et assez inquiétante de ces gens qui d'ailleurs, assez curieusement, conservent du crédit politique. Enfin, plus beaucoup, vous me direz, mais enfin, ils en ont encore, et on se demande comment c'est possible. Alors bon, il est vrai aussi que les médias ont très largement contribué à la faillite de tout le système, à vrai dire, y compris la faillite de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, on voit que nos politiques ont été guidés par des narratifs qui ont été propagés par nos médias, qui s'avèrent aujourd'hui totalement fallacieux. Donc on voit que nos médias ont littéralement menti sur à peu près tout, et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui paye le prix de ça. Mais l'écart entre ces négociations dont on parle entre les États-Unis et la Russie et le discours des Européens actuellement, une guerre dans les 2-3 ans, le dernier été, Pistorius disait, ministre de la Défense allemand, le dernier été de paix, il le disait encore il y a 2 jours, des tensions même dans la Manche, là, je vois avec un navire soi-disant de recherche océanographique, le Yantar, dont parlent les Russes, qui serait un navire espion selon les Britanniques, prêt à en découdre. Là, c'est devenu lunaire. L'écart entre les demandes de sécurité, en effet, l'engagement de ces négociations, et de l'autre côté, les volontaires, la coalition des volontaires. Qu'est-ce que va faire la coalition des volontaires dans l'accord de paix de demain? Rien. Ça n'aura servi à rien. C'est ce vers quoi nous allons. Oui, alors quoique, de nouveau, là on est un petit peu sur les derniers soubresauts de ces gens qui veulent pas perdre la face, et donc on a ces espèces de rodomontades avec les tartarins de Tarascon qui sont vos chefs d'état-major des armées, etc., qui parlent de guerre dans 4 ou 5 ans, comme vous l'avez très justement dit, Boris Pistorius, ministre de la Défense allemande, qui dit qu'on a vécu notre dernier été de paix. On est sur quelque chose qui est, comme vous l'avez très justement dit, lunaire. Mais on est un petit peu dans un exercice de sauvetage de face en réalité. Parce que, par ailleurs, vous voyez que les Britanniques négocient ou essayent de négocier au catimini avec les Russes. Donc, on voit qu'il y a des canaux qui essayent de s'ouvrir parce qu'on voit que ça va s'effondrer. Et le problème, c'est que tous ces pays qui continuent à s'accrocher à leur narratif. Alors, c'est particulièrement vrai en France, avec le pauvre Jean-Noël Barrot, je dis pauvre parce que je pense qu'il n'a pas été gâté par la nature. Je ne parle pas de son aspect de Nosferatu. Non, je ne parle pas de sa physionomie de Nosferatu. Non, mais je parle de ses capacités intellectuelles qui, manifestement, sont à peu près l'équivalent de celles de Kaja Kallas. Oui. C'est-à-dire qu'on reste dans des politiciens, comme diraient les Japonais, unicellulaires, et qui réfléchissent de manière très... Enfin, c'est en mode binaire. Mais ces gens-là devront, qu'ils le veuillent ou non, constater que leur politique a totalement failli et qu'ils n'ont pas de recours à leur propre politique. Et c'est d'ailleurs, le phénomène n'est pas totalement nouveau parce que quand on voit les différentes crises qu'on a eues ces 2 dernières années, cette année en particulier, qui sont celles de l'Iran et celles de la Palestine. Alors qu'en Iran, l'Union européenne était partie prenante de l'accord global qui avait été signé en 2015 avec un certain nombre de pays européens, les États-Unis et l'Iran. Mais
Cette année, il était la question de raviver cet accord est revenue sur la table, l'Europe a été aux abonnés absents. Et quand je dis l'Europe, c'est pas seulement l'Union européenne, parce que alors elle est vraiment brain dead, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que mort cérébrale, littéralement. Mais même les pays européens qui la composent, et notamment la France, la Grande-Bretagne, etc., on voit qu'il n'y a aucune autonomie en matière de politique étrangère, aucune initiative, aucune imagination, aucune fantaisie pour trouver des solutions qui puissent accommoder la chèvre et le chou. Par conséquent, c'est des pays qui ont été totalement écartés. Alors, je ne parle même pas de la Palestine, où manifestement, c'est une fois de plus les Américains qui maîtrisent la situation. Alors, on peut reprocher les solutions à l'américaine, etc. Elles ont leurs défauts, mais au moins ils font quelque chose. C'est toujours un peu le problème qu'on a en Europe. Alors, oui, on peut critiquer Trump. Alors, je suis un critique assez acéré de Trump. D'un autre côté, il faut admettre qu'il fait. Tout simplement, il fait. Alors que en Europe, on reste soigneusement, confortablement assis dans nos fauteuils et on critique. Et c'est valable pour tous les pays européens, d'ailleurs, y compris d'ailleurs le mien. Donc, on est sur une diplomatie qui est totalement assoupie, qui manque totalement d'imagination, qui manque totalement d'initiative et qui surtout manque totalement de poids. Et on voit qu'aujourd'hui, la diplomatie européenne, elle n'a plus la crédibilité qu'elle avait il y a encore quelques années. Elle est représentée d'ailleurs par des gens qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des gens qui, malheureusement, qu'on le veuille ou non, sont des gens qui n'ont pas l'intellect nécessaire qui est à la hauteur de la tâche et qui n'ont pas les capacités pour trouver des solutions à un problème. Ils restent figés quand vous entendez le discours de Kaja Kallas, qui est la ministre des Affaires étrangères de l'Europe quand même, hein, qui vous représente. on a un discours c'est un tourne-disque rayé, quoi. C'est la Russie, et il n'y a rien d'autre. Quand elle va en Chine, alors qu'il y a de multiples problèmes à régler entre la Chine et l'Europe, non, c'est la Russie. Quand elle va, chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, son obsession, c'est la Russie. On est vraiment dans des cas qui sont psychopathologiques. On n'est pas dans de la diplomatie. Par conséquent, comment voulez-vous que ces gens puissent avoir une crédibilité quelconque? Et ça a des conséquences parce que, du coup, vous voyez aujourd'hui, les étrangers n'investissent plus en Europe. L'investissement étranger en Europe est en chute libre et au plus bas depuis maintenant près de 9 ans. Par conséquent, on voit que l'Europe n'attire plus, elle inspire de la méfiance, à vrai dire, parce qu'elle est l'absence de politique claire, l'absence de stratégie identifiée, identifiable et clairement exprimée, fait que l'Europe donne une image d'instabilité, une image d'incertitude, une image j'allais dire même d'incapacité à gérer les défis du monde moderne. Et ça, c'est catastrophique pour tout le continent européen. Donc, on est dans cette situation. Les Américains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors bon, je ne pense pas qu'ils le fassent de manière optimale non plus sur tous les plans parce que leur situation économique n'est pas guère plus brillante que celle de l'Europe. Oui. Néanmoins, d'une manière ou d'une autre, ils conservent un crédit en matière de politique étrangère. Et ça, c'est déjà pas mal. Et c'est certainement à ça que c'est à ça que c'est avec ça que les Russes comptent, disons ça comme ça. Parce que les Russes n'avaient pas l'intention de faire un conflit de longue durée. D'ailleurs, la stratégie russe a en réalité très bien fonctionné puisque dès le début de l'opération militaire spéciale, les Ukrainiens ont demandé à négocier. Donc, la perception et la manœuvre russe a très bien fonctionné de ce point de vue-là. Ce qu'ils n'avaient probablement pas prévu, c'est l'irrationalité des Européens.
à vouloir sacrifier l'Ukraine. C'est ça que les Russes ont fait sous-estimer la sottise des Européens. Probablement. Non, pas probablement, certainement. Oui, c'est ça. Ils ont sous-estimé la sottise des Européens, tout simplement. Ouais, c'est certainement le point qu'on n'a pas assez dit, on ne l'a pas suffisamment. C'est même peut-être la première fois que je l'entends, dit comme tel, mais c'est ça. C'est-à-dire que les Européens sont allés au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Je crois que le sommet du sommet, c'était la visite de Zelensky à Macron, qui aura marqué le point d'acmé de l'absolu ridicule des rafales. Avec quel argent vont-ils être commandés? Une lettre d'intention. Ah non, ça, c'est de bonne guerre de la part de Zelensky, d'une certaine manière, parce que le problème qu'il y a aujourd'hui… Non, mais Macron… Non, mais d'accord, mais c'est important. Oui, Macron va naturellement jouer là-dessus, mais ce qui est important ici, c'est la position de Zelensky plus que celle de Macron. Parce que oui. Zelensky voit qu'actuellement, tous les indicateurs sont à l'orange autour de lui. Alors, militairement, c'est même pratiquement au rouge, mais il voit que les Européens n'ont plus les capacités de l'aider, n'ont plus les capacités financières, militaires, matérielles de l'aider. Par conséquent, il y a le risque, et vu de Kiev, c'est son problème, c'est que le risque est que les Européens le lâchent comme il s'est senti lâché par les Américains. Et par conséquent, l'idée de Zelensky, c'est d'impliquer des Européens avec l'Ukraine. Si vous voulez, c'est de lier, de créer un lien plus fort, j'allais dire formel, contractuel, on pourrait dire, entre l'Ukraine et ces pays. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'année, parce que là, vous parlez des 100 rafales, mais en réalité, si vous regardez bien les manœuvres de Zelensky, il a très bien compris ça, et depuis mars de cette année, il est passé dans un très grand nombre de pays européens pour signer des accords de coopération militaire qui sont très juteux et qui permettent à ces pays finalement de profiter de la guerre en Ukraine. Et il a fait ça avec la Norvège, avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, avec la Suède, avec la France tout récemment avec les Rafales. Donc Zelensky a essayé de créer une sorte de toile d'araignée qui lie l'Ukraine avec les autres. C'est d'ailleurs ce qu'il a essayé de faire, mais qui n'a pas marché, parce que Trump, lui, est sans doute un vieux routier du business, et il a très bien compris ça, mais c'est ce qu'avait voulu faire Zelensky avec l'accord sur les minerais stratégiques ou terres rares, mais terres rares c'est un peu abusif parce qu'il n'y a pas de terres rares en Ukraine à proprement parler, plutôt minerais stratégiques, qui avait été, vous rappelez, en février, enfin on pourrait même dire en novembre de l'année passée, puisque Zelensky a commencé, comme il avait senti que Trump allait le lâcher, il a déjà commencé en novembre de l'année passée à suggérer qu'il pourrait y avoir un return on investment, parce que le problème de Trump, c'est on investit dans un conflit, mais on ne reçoit rien en retour. C'est ça le problème de Trump, raison pour laquelle il veut se retirer de ce conflit, parce qu'il dit on gagne rien, on gagne pas sur le terrain, on remporte aucune victoire, finalement notre situation se dégrade, notre image se dégrade et on dépense des ressources pour littéralement rien du tout en retour. Et donc c'était pour contrer cette image ou cette perception que Zelensky a offert à Donald Trump de lui vendre ses terres rares. Et puis Trump l'a court-circuité en disant, parce que au début, je vous rappelle que Zelensky avait voulu vendre ses terres rares pour garantir la continuité de l'appui américain, c'est-à-dire un appui dans le futur. C'est ça qu'il avait dit. Il a dit, je vous échange ça et en échange, vous continuez à m'appuyer, comme l'avait fait Biden. Mais Trump, qui est un vieux renard, il a dit, j'accepte le deal sur les minerais, mais pas pour ce qu'on va faire dans le futur, mais pour payer ce qu'on vous a déjà donné dans le passé. Et là, Zelensky s'est trouvé en fait pris au piège, et puis ça a conduit à cette réunion assez houleuse
qu'on avait vu à la fin février de cette année dans le bureau ovale, parce que Zelensky a compris qu'il s'était fait piéger en réalité par Trump, alors que lui voulait le piéger. Alors, les contrats contre les différents armements qui ont suivi d'ailleurs immédiatement après cet événement, hein, c'est l'idée d'accrocher les pays européens, de rendre finalement la guerre rentable pour eux, d'une certaine manière. C'est ça la perspective. Et c'est ça qui est important dans cette affaire. Après, on peut discuter de l'accord qui est effectivement un accord entre pour des avions que les Français n'ont pas, contre de l'argent que Zelensky n'a pas, et des pilotes qu'il n'a pas. Donc, on est sur un marché de dupes. Mais enfin bon, on est dans le domaine des lettres d'intention, etc. Mais je sais qu'en France, on a, bon, c'est de bonne guerre de mettre Macron au pilori, mais le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est en réalité que Zelensky essaye désespérément de consolider les alliances ou les alliés plus exactement qu'il a autour de lui pour qu'il ne soit pas seul, parce qu'en réalité, ce qui se passe, on avait voulu isoler la Russie et aujourd'hui, c'est en réalité l'Ukraine qui est de plus en plus isolée et qui sera de plus en plus isolée parce que tout simplement, pas que les Européens ne veuillent plus l'aider, mais parce que les Européens n'ont plus la capacité de l'aider. Et c'est un isolement finalement qui résulte de la force des choses. Et c'est ce contre quoi Zelensky essaye de résister en proposant aux Allemands de construire des usines de production d'armes en Ukraine, etc., etc., de façon à avoir un lien contractuel littéralement avec les différents pays européens. Exactement. Eh bien, écoutez, 1 heure d'échange et je peux vous dire que je regardais le fil d'actualité suite à ces informations sur les négociations entre les Russes et les Américains et vous disiez, en effet, vous citiez 2 noms et vous parliez du fait qu'il cherche absolument, Zelensky, à se trouver des alliés. Eh bien, les 2 qui ont réagi évidemment fort négativement à ces rumeurs d'accord ou de plan en 28 points entre les Russes et les Américains, eh bien, je vous le donne en 1000, il s'agit de Kaja Kallas et de Jean-Noël Barrot. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, de nouveau, il n'y a pas besoin ici, il n'y a pas besoin d'être grand devin. On est avec des gens qui sont... J'attends, il y a vraiment une étude à faire. Probablement on la fera plus tard, mais où certains s'amuseront à ça. Moi, je suis pas psychiatre, mais il y a vraiment une étude psychiatrique à faire des dirigeants européens aujourd'hui qui ont poussé l'Europe dans une situation qui est désastreuse sur tous les plans, mais vraiment sur tous les plans. On est en retard en matière de recherche et développement, sur toutes les nouvelles technologies. Et pourtant, c'est l'Allemagne qui était la locomotive européenne et qui a voulu jouer la locomotive en matière d'énergie verte, etc., ils nous ont conduits au désastre le plus total. Oui. Et les Verts européens, alors pas seulement les Verts allemands, mais aussi tous, ont finalement rajouté encore sur ce désastre. Et on est dans cette dynamique-là, on est vraiment dans une situation où on a tout fait pour se mettre dans une situation économique, industrielle difficile, mais on a complété ça par une absence totale de diplomatie par rapport aux autres. Donc l'Europe s'est totalement isolée du reste du monde, et quand on a vu, alors l'Europe s'est sentie contrainte finalement de signer un accord, ce fameux accord qui avait été envisagé entre Donald Trump et Ursula von der Leyen en Écosse au mois d'août, où on a vu que l'Europe qui prétend être ou qui prétendait être la grande puissance dynamique du XXIe siècle, est en fait s'est vassalisée elle-même. De nouveau, là, il y a aussi quelque chose qui est important parce qu'on a toujours l'impression que les Américains essayent de nous vassaliser. Non, c'est nous qui nous vassalisons. Nous sommes incapables de montrer la capacité qu'on a. Pourtant, historiquement, l'Europe a toujours été le centre de l'innovation, de la
de la réflexion, de la pensée, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, etc. Tout est parti d'Europe. On a l'Europe dans son ensemble, pas l'Union européenne, mais l'Europe dans son ensemble est un continent qui a su créer un environnement propice à la réflexion, etc. Alors, on a beaucoup fait de bêtises aussi, je ne vous le dis pas non, mais il y a aussi eu un rayonnement de l'Europe qui a probablement été d'ailleurs la cause des bêtises qu'elle a faites, parce qu'elle s'est sentie toute puissante à cause de ça, et ça a conduit à des périodes pas très heureuses. On a été aveuglé un peu par l'arrogance. Néanmoins, l'Europe est cet endroit où les différentes cultures ont su se compléter, s'alimenter entre elles pour générer des grands scientifiques, des grands penseurs, des grands philosophes, des grands musiciens, des grands artistes, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, cette Europe, elle est incapable de se démarquer dans les sujets dans lesquels elle voudrait se démarquer, comme par exemple les nouvelles technologies. Elle a totalement loupé le passage des réseaux sociaux, par exemple, de l'Internet, de tout ça, alors que c'est en Europe que l'Internet a été créé à la base. Mais l'Europe n'a jamais su en trouver l'exploitation, n'a jamais su exploiter cette idée. C'est finalement les Américains qui ont développé cette idée, qui a été développée, je vous rappelle, au CERN, à Genève. C'est là qu'est née l'idée de l'Internet, mais de nouveau, les Européens n'ont pas su voir les opportunités. D'autres, alors maintenant les fameux GAFA, etc., en réalité, ça aurait pu être des idées européennes, mais on est incapable d'avoir même créé un pendant de Google. Les Chinois ont réussi à le faire. Les Chinois ont réussi à avoir des TikTok, à avoir toutes ces choses-là. Alors, de nouveau, je pense pas que ce soit une grande évolution. Néanmoins, c'est des succès commerciaux qu'ils ont réussi à faire grâce à des efforts de recherche, grâce à des investissements en recherche et développement que l'Europe n'a jamais fait. Et on a aujourd'hui des dirigeants qui continuent à se complaire dans un narratif stérile au lieu d'essayer de se projeter dans l'avenir, d'essayer de voir ce qu'il faut, de dépasser les clivages finalement qui datent du 19e siècle, de ces clivages Est-Ouest, Europe occidentale contre Europe orientale, etc., pour essayer L'Europe aurait dû être le pont où aurait dû utiliser, c'est Kissinger qui disait les Européens, enfin les Occidentaux, parce que je pense qu'il évoquait davantage également les États-Unis là-dedans, les Occidentaux ont utilisé, au lieu d'utiliser l'Ukraine comme un pont entre l'Europe occidentale et la Russie, ils ont utilisé l'Ukraine comme un fossé ou comme un mur. Et c'est exactement dans cette continuité que s'inscrit des gens comme Jean-Noël Barrot, Kaja Kallas, qui sont des gens, excusez-moi, mais je n'arrive pas à avoir beaucoup d'intelligence chez ces gens-là. Mais voilà, c'est comme ça. Merci Jacques Beau, il faut conclure, il va bientôt être 10h30 et c'est toujours passionnant et en tout cas ce dernier retour pour revenir justement sur la triste réalité actuelle est particulièrement éloquent et démonstratif. Eh ben merci beaucoup, comme à chaque fois, eh bien nous apprenons, comme le disait une des personnes dans le chat, je suis quand j'écoute Jacques Beau comme un bon élève que je n'ai jamais été quand j'étais à l'école. Alors, vous voyez, mais il l'est quand il vous écoute. C'est pas mal, j'ai trouvé excellent. Là. Très bien. Merci beaucoup, mon colonel. Mais c'est un plaisir. Merci à vous. Et à très bientôt sur GPT. Merci.